Bonjour, bienvenue à notre petite session d'anatomie. Le thème d'aujourd'hui est l'articulation de l'épaule. L'articulation de l'épaule est l'articulation la plus mobile du corps humain. Nous voyons ici différentes parties osseuses. Il s'agit de l'articulation scapulo-humérale, en latin articulatio humero-scapularis, c'est-à-dire de la liaison entre l'omoplate, la scapula et l'humérus. L'omoplate est la partie la plus importante de l'articulation de l'épaule. Elle est située sur la face dorsale du thorax. C'est un os plat qui présente diverses protubérances dont nous allons tout de suite parler plus en détail. La deuxième partie de l'articulation de l'épaule est l'os du bras, l'humérus, dont la tête supérieure s'articule dans la cavité articulaire ou glène de l'omoplate. Commençons d'abord par étudier la scapula. La scapula comporte plusieurs fosses et protubérances qui permettent une orientation anatomique. Nous voyons ici sur la face postérieure de la scapula une forte protubérance osseuse, la spina scapulae, qui se prolonge sur la face postérieure par l'acromion. Au-dessus et en dessous de la spina scapulae, on trouve deux fosses dans lesquelles se trouvent les origines des muscles. D'une part, au-dessus de la spina scapulae, la fossa supraspinata, située donc au-dessus de la spina, et d'autre part, en dessous de la spina scapulae, la fossa infraspinata. Si maintenant nous faisons pivoter le tout sur la face antérieure, nous voyons également une fosse, qui, dans le cas présent, est aussi orientée vers les côtes. C'est ce qu'on appelle la fossa subscapularis. Dans toute cette fossa s'insèrent des muscles puissants qui vont jusqu'à l'os du bras. Adjacente à l'omoplate, nous voyons la clavicula qui est reliée aussi par une petite articulation à l'omoplate. Ici, nous voyons également divers ligaments qui stabilisent la liaison entre la clavicula et l'omoplate. En étudiant de plus près l'humérus, nous pouvons distinguer ici également quelques structures anatomiques importantes. Naturellement, tout d'abord la tête de l'humérus et la diaphyse humérale, ainsi que d'importantes protubérances osseuses dans la région de la tête de l'humérus. Ici, ce qu'on appelle le tuberculum majus, c'est-à-dire une grosse tubérosité osseuse qui sert d'attachement aux muscles, et ici sur la face postérieure, le tuberculum minus, une petite tubérosité osseuse. Entre ces deux derniers tubercules passe un sulcus ou gouttière. Le sulcus intertubercularis est représenté ici par ce petit cordon, le tendon du long chef du biceps brachial qui chemine dans ce sulcus intertubercularis jusque dans l'articulation de l'épaule. Si l'on regarde attentivement cette articulation de l'épaule, on constate en fait que contrairement aux autres articulations, il y a relativement peu de structures tendineuses. Il s'agit donc d'une articulation mobilisée essentiellement par des muscles. Nous allons maintenant étudier ces muscles encore plus en détail. On parle ici de la coiffe des rotateurs. Pourquoi coiffe ? Parce que ces muscles enveloppent la tête de l'humérus comme une coiffe. Ces différents muscles sont le musculus teres minor, qui va de la scapula au tuberculum majus de l'humérus, puis, situé en dessous de la spina scapula, le musculus infraspinatus, un muscle aplati un peu triangulaire, dont les fibres convergent ici vers son point d'insertion, le tuberculum majus. Et au-dessus de la spina scapulae, on trouve alors le musculus supraspinatus, qui, en dessous de l'acromion, rejoint aussi le tuberculum majus de l'humérus. Sur la face antérieure, on trouve encore un quatrième muscle qui fait partie de la coiffe des rotateurs, c'est le musculus subscapularis qui s'insère ensuite sur le tuberculum minus de l'humérus. Ces quatre muscles dirigent ensemble la tête de l'humérus et peuvent ainsi bien sûr mobiliser aussi l'humérus, ils stabilisent l'articulation de l'épaule. Si maintenant nous retirons ici tout simplement le musculus subscapularis, nous constatons, ah mon Dieu, que l'humérus n'a même pas de véritable cavité, mais qu'il repose en principe seulement dans une très petite cavité que l'omoplate met à sa disposition, appelée cavitas glénoïdale, qui en fait n'occupe qu'une surface pas si grande que ça de la tête d'humérus recouverte de cartilage. Cette surface est un peu agrandie, comme on le voit ici avec ces structures grises, par un morceau de fibrocartilage qui siège à la périphérie de cette cavité et de cette manière élargit un peu la glène articulaire, c'est ce qu'on appelle le labrum glénoïdal. L'articulation de l'épaule est donc une articulation au mécanisme diablement compliqué, notamment du fait qu'elle doit évidemment permettre aussi de très nombreux degrés de liberté. Comme nous le voyons, l'articulation de l'épaule est réellement mobile dans de nombreuses directions et a naturellement aussi, de ce fait, la possibilité d'entraîner le bras en quelque sorte avec elle dans de très nombreuses directions.
Ici, vu de la face latérale, on voit que les parties molles entre les structures osseuses n'ont que relativement peu de place. Et sur le plan clinique, cela entraîne alors, dans certaines conditions, ce qu'on appelle l'impingement syndrome, c'est-à-dire que les parties molles sont coincées entre les os et cela peut entraîner des douleurs dans l'articulation de l'épaule.